bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Politique, ça fait plus d'un mois que les pays traversent une crise sociopolitique. Plusieurs manifestations se sont déroulées dans la capitale et plusieurs localités du pays, comme de l'extérieur, pour un seul objectif, la démission du président de la République. Économique, la campagne de 2021 aura-t-elle un impact sur l'économie nationale? La plupart des producteurs refusent de s'aimer la graine du coton à cause de la diminution du prix de non-subvention de la graine par le gouvernement. Santé aujourd'hui, qui s'intéressera sur la pandémie du coronavirus. La tendance de confirmation surtout partout dans le monde, mais le taux de contamination s'augmente de jour en jour. Les détails en fin de ce journal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir choisi Manu TV pour vous informer. Il est 20h. Abonnez-vous. Bonsoir encore une fois de plus. Comme je l'ai dit tantôt dans les semaines, que notre pays, le Mali, mené par une nouvelle tension politique depuis plus d'un mois. Après les gigantesques manifestations du 5 et le 19 juillet dernier, ce vendredi, le 2 juillet, les manifestants sont nouveau descendus dans les rues pour demander la démission du président de la République et son régime. Après plusieurs tentatives de négociation de la société civile et de la communauté internationale, mais n'ont porté aucun effet escompté pour empêcher les rassemblements du M5-RFP de ce vendredi dernier et qui a fini par l'application de l'article 121 de la Constitution qui prévoit la désobéissance civile. Les détails avec Alassane Koulibaly. Après la forte mobilisation du 5 juin dernier pour demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait ébranler le régime par l'ampleur de la contestation sociale, s'inscrit dans une logique de répression afin de s'agripper désespérément au pouvoir. Dès ce jour, les négociations sont entamées entre le gouvernement et les leaders du mouvement M5 par de la société civile et de la communauté internationale, mais n'ont porté rien pour l'organisation de la seconde manifestation qui était le 19 juin. Vu l'ampleur de cette manifestation, plus que la première, finalement le régime entre dans une zone très forte de turbulence face à la détermination d'un peuple qui veut mettre fin à sa souffrance. Lors d'un discours de l'adresse à la nation, le président Ibeka a tendu sa main pour ouvrir une porte de dialogue entre les responsables du M5-RFP, sous la pression notamment de la communauté internationale et de la société civile. Les leaders du M5-RFP ont dit revoir leur copie qui a fini par la sortie d'un mémorandum suppliant la mise en place d'un gouvernement d'union nationale piloté par un premier ministre issu de ses rangs et doté de pleins pouvoirs, la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Après la rencontre entre les deux partis, tout porte à croire que le locataire de Kourouba a botté en touche en enjoignant ses opposants d'en discuter avec la mouvance présidentielle. Une mouvance que lui-même a jugée dolusive dans un passé récent. Une posture qui semble radicaliser et les militants et d'aucuns leaders gagnés à l'idée de jeter les dernières gouttes d'essence dans la marche de vendredi le 10 juillet dernier, lors duquel les responsables de la contestation ont appelé la population à une désobéissance civile dont le mot d'ordre était le blocage de la rentrée des services de l'État, sauf ce qui lui est à la santé, l'occupation des carrefours et non-paiement d'amende ou contraventions pendant cette période. Après cette déclaration, les manifestants se sont dirigés vers la primature, l'Assemblée nationale et la télévision nationale pour les occuper. Une occupation qui a finalement dégénéré par lance de gaz à lacrymogène, des tirs à balles réelles par les forces de l'ordre sur les manifestants, a causé la mort de 11 personnes et plusieurs blessés et l'arrestation de certains leaders du mouvement. Et le lendemain soir, le président de la République a fait un discours de l'apaisement et au calme
Les représentants de l'Union africaine, CEDEAO, ONU et Union européenne condamnent les recours à la force létale par les forces de sécurité et exigent la libération des responsables du mouvement et invitent toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent de toujours privilégier les dialogues pour la sortie de cette crise. Nous restons toujours au Mali, des crises sociopolitiques mais aussi sécuritaires, un problème qui a maintenant atteint à un niveau critique. Beaucoup de citoyens index le régime d'Ibeka d'être la cause depuis sa prise de fonction en 2013, avec une présence limitée des institutions de l'État dans certaines régions des violences sur le fond des tensions communautaires, des attaques terroristes de plus en plus meurtrières contre les forces de sécurité ainsi que des civils. Pour en savoir plus, souvent cette analyse. Depuis le coup d'État de mars 2012, notre pays, le Mali, traverse une crise multidimensionnelle, politique, sécuritaire et économique. Depuis ce jour, plusieurs groupes djihadistes ont occupé le nord du pays. Les activités économiques sont arrêtées, plusieurs entreprises ont pris leur bagage. Mais grâce à l'intervention de la force française en mars 2013, le pays retrouve un peu sa normalité. Mais le climat politique reste chaud pour les chercheurs du pouvoir, ce qui a conduit notre pays à l'organisation d'une élection présidentielle en juillet 2013. La campagne se serre entre les politiciens, mais le choix des Maliens était porté sur Ibrahim Boubacar Keïta et il devient président de la République en septembre 2013, soutenu par beaucoup de chefs religieux, notamment les shérifs de Nioro Bouye Aïdara et l'imam Mamoud Diko. Mais la situation devient plus en plus compliquée pour le président Ibeka. Vu la gravité de ces situations sécuritaires dans les pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies envoie une mission multidimensionnelle pour la stabilité dans les pays, dénommée la MINUSMA. Et les mouvements séparatistes du Nord MMLA ne cessent à demander leurs indépendances. La communauté internationale entame un processus de négociation et de dialogue entre les autorités maliennes et les mouvements séparatistes, ce qui a conduit à un accord pour la paix entre les deux parties en fin mai 2015. Malgré la signature de cet accord, sa mise en œuvre pose problème pour le gouvernement malien. Après 5 ans de sa signature, la crise ne cesse de multiplier de jour en jour. L'insécurité devient un peu quotidien pour les Maliens et ce n'est plus seulement la question du Nord, mais également celle du centre. Les exactions et les affrontements entre les différentes communautés de la zone qui vivaient ensemble depuis des siècles. Des civils tués, des villages calcinés au centre du pays, plusieurs habitants ont quitté leur village à cause de cette insécurité grandissante. Selon un rapport publié le 20 novembre 2018 par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, et l'Association malienne des droits de l'homme, ADMH, environ 500 civils ont été tués dans les centres du pays entre janvier et août 2018. Les violences intercommunautaires qui ont fait au moins 287 morts sur les seuls mois d'avril à juin. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement malien d'organiser une autre élection présidentielle en juillet 2018. Plusieurs alliés d'Ibeka ont quitté les navires de pouvoir à cause de la mauvaise gouvernance, ce qui a poussé le président Ibeka au deuxième tour avec son principal adversaire politique, Soumaïla Cissé, du jamais vu dans l'histoire du pays pour un président sortant. Malgré tout ça n'a pas empêché le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta de garder son fauteuil présidentiel. Une élection très contestée par l'opposition qu'il déclare frauduleuse. Pour apaiser la tension, le président Ibeka a tendu la main à l'opposition. Mais pour l'opposition, cette main reste invisible. Dans cette forte tension politique, les manifestations se suivent de jour en jour contre le régime Ibeka, comme celle du 10 février, 5 avril
qui a fini par la démission du premier ministre Soumaïla Boubèye Marka. Pour trouver une solution pour la sortie de cette crise sociopolitique, le gouvernement entame un processus de dialogue national inclusif, lors duquel les principaux piliers étaient l'organisation des élections des députés à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement parvient à organiser cette élection en mars 2020. Mais plusieurs candidats dénoncent des illégalités et des fraudes à l'organisation de cette 6e législature. Les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, les électeurs rejettent ces résultats et ils accusent les membres de la Cour d'avoir détourné leur voix. Après cette déclaration de la Cour constitutionnelle a semé une nouvelle tension politique. Les manifestations se multiplient partout dans la capitale comme dans les régions du pays, ce qui a réuni beaucoup des associations et regroupements politiques pour demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une demande qui a fait agiter les locataires de Koulouba. Sera-t-il possible ou pas? L'avenir nous dira. Deuxième producteur du coton en Afrique, le Mali va-t-il garder sa place parmi les grands producteurs de l'or blanc, car une majeure partie du coton cultivateur de cette année n'est pas engagée à cultiver à cause de la diminution du prix du coton et nos subventions de l'engrais par le gouvernement. Pour en savoir plus, Maïmouna Thiam nous fait le point sur ce sujet. Au Mali, la campagne agricole 2020-2021 sera-t-elle bonne ou mauvaise pour la culture coton? Ce sont des questions que nombreux producteurs se posent à cause de la diminution du prix du coton et la hausse de l'engrais pour cette année. D'où vient ce problème? Voilà ce qui nous révèle beaucoup de spécialistes sur ce sujet. Pour eux, les causes sont dues par l'arrêt des usines de textiles en Asie, les cargaisons de fibres encore en attente d'exportation et l'éplosion début d'avril du cours du coton à son plus bas niveau depuis 2009, la faiblesse des prix du pétrole ayant rendu les fibres synthétiques plus compétitives que les fibres naturelles. Il n'en fallait pas plus pour que la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT, qui gère la filière, décide de diminuer les prix aux producteurs. C'est ce qui a engendré les problèmes au niveau des producteurs de l'or blanc. Peut-on dire que pour cette année c'est le même cas, mais pas la même cause? Beaucoup de coton cultivateurs refusent de cultiver le coton pour cette session et ils estiment que le problème n'est pas seulement de la baisse des prix de coton, mais également le refus du gouvernement à subventionner l'engrais. Selon beaucoup d'observateurs, le gouvernement malien devrait allouer la même subvention aux producteurs de coton que lors de la campagne écoulée, 10 milliards de francs CFA. La CMDT et les autres acteurs de la filière ont d'ores et déjà décidé de réorienter l'utilisation de cette somme destinée auparavant aux intrants. Elle servira cette fois à assurer un bonus de 15 francs CFA le kilogramme aux producteurs. Selon le gouvernement, en raison, semble-t-il, de baisse du cours mondial dû au Covid-19, rappelons que le coton représente 15% du PIB. Et notre pays occupe la 2e place en Afrique. Sera-t-il le même cas pour cette année? La question reste à savoir. Oui, comme annoncé au sommet, la pandémie due au Covid-19, la tendance au déconfinement se suivre partout dans le monde. Malgré l'augmentation du taux de contamination dans certains pays comme le Royaume-Uni, le Brésil, les États-Unis, cela inquiète les autorités de ces pays qui doivent restreindre leurs mesures de retour à la normale. Le commentaire signé ici par Ibrahima Djabra. Malgré 7 millions de cas déclarés et plus de 4000 morts dans le monde de début de l'épidémie, pour autant, la tendance générale au déconfinement et à la réouverture se confirme un peu partout dans le monde. Même les pays où l'épidémie reste virulente ont fait le choix de l'assouplissement, comme les États-Unis, Brésil et le Royaume-Uni sont les 3 pays les plus touchés par cette pandémie. Mais ils ont autorisé depuis lundi la réouverture de ces centres commerciaux et de ces lieux de culte. De nombreux temples ont installé des tunnels d'assainissement à leur accès. Au Royaume-Uni, avec un total de 40 542 décès, n'élève qu'au compte-gouttes des restrictions. Toute personne arrivant au Royaume-Uni de l'étranger
doit observer à partir de lundi une quarantaine de 14 jours, une mesure à l'efficacité contestée qui affole les secteurs aériens et du tourisme. Cette quatorzaine, qui sera réexaminée par le gouvernement toutes les 3 semaines, concerne toutes les arrivées par terre, mer et air, que les voyageurs résident ou pas au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le déconfinement se poursuit également. Cette semaine, New York entrera dans la phase 1 des plans de réouverture de ses activités économiques. Les entreprises du bâtiment et les usines de la capitale économique américaine seront donc autorisées à reprendre leur travail. Les commerces de détail seront autorisés à recouvrir sous une forme restreinte. Au Brésil, 3e pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis et le Royaume-Uni. Le gouverneur du Rio de Janeiro a annoncé l'assouplissement des restrictions. Le bilan officiel a franchi les seuils de 36 000 morts, que la communauté scientifique au Brésil l'estime largement inférieure à la réalité. Que Dieu sauve le monde de cette pandémie. Amen. Voilà ce que nous référons à cette édition qui a été organisée par l'ensemble des rédactions de Flani Web TV et à bientôt.